Le crime est notre affaire. Chapitre 1er. Le faux monnayeur. Se renversant dans son fauteuil, Tommy annonça: « Tuppence, il va falloir nous mettre en quête d'un bureau plus important. »« Vous êtes fou ? Il ne faudrait tout de même pas vous monter le bourrichon sous prétexte que vous avez réglé correctement quelques histoires de 4 sous grâce à une chance incroyable. » Ma chère, ce que certains appellent chance, d'autres le nomment talent, sinon génie. Évidemment, si vous estimez être un détective de la lignée des Sherlock Holmes, McCarthy et autres Hawkwood, je n'ai plus rien à dire, sinon vous conseiller de vous soigner. Racontez tout ce que vous voudrez, Tuppence, mais le fait est là. Nous avons un besoin urgent d'un bureau plus vaste que celui-ci. Mais pourquoi ? Pour ranger mes livres policiers classiques. Rien que pour placer les œuvres complètes d'Edgar Wallace, il me faudra plusieurs étagères. La jeune femme soupira. Edgar Wallace, nous n'avons pas encore abordé une histoire du genre de celle qu'il résout. Je crains que nous n'en ayons jamais l'occasion. Je ne sais si vous l'avez remarqué, mais cet auteur célèbre ne donne guère d'occasion de se distinguer aux détectives amateurs. Toutes ses aventures sont terriblement sérieuses et relèvent de Scotland Yard. Sur ces entrefaites, Albert entra pour annoncer que l'inspecteur Mario désirait voir les bérets forts sur la chose était possible. Tommy leva un doigt vers le ciel pour dire « Le plus énigmatique des policiers de Scotland Yard. »« Et le plus redoutable ?» compléta Tuppence. L'inspecteur entra, un bon sourire sur la figure. « Alors, comment ça va depuis notre petite aventure de l'autre jour ?» La jeune femme feignit de minauder pour répondre. « Très bien. C'était tellement excitant, n'est-ce pas ?» Mario ne parut pas témoigner du même enthousiasme. « Ma foi, je ne sais pas si j'emploierais cette épithète pour la qualifier. » Tommy se mêla à la conversation. « Qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui, Mario ? Je n'imagine pas que vous vous soyez dérangé uniquement pour prendre de nos nouvelles. » J'ai du travail pour le brillant Mr. Blunt et ses fameux limiers. Alors, laissez-moi le temps de prendre l'attitude compassée qui convient en pareil cas. Que diriez-vous de mettre hors d'état de nuire un gang important ? Ça existe donc, les gangs ? Qu'entendez-vous par là ? J'ai toujours cru que les gangs relevaient du domaine de la fiction, tout comme les maîtres escrocs et les criminels supérieurement doués. Malheureusement, sire, les gangs pullulent. Je ne sais si je serais capable de mener à bonne fin la tâche que vous me proposez. Pour les amateurs comme moi, il faut des crimes d'amateurs, c'est-à-dire se déroulant dans le cadre banal et quotidien de l'existence familiale. Dans ces conditions, je fais feu des 4 fers, surtout avec l'aide de Tuppence, qui n'a pas sa pareille pour remarquer ces 1000 petits détails dont, généralement, personne ne tient compte et qui sont, pourtant, d'une importance extrême. Son discours fut brusquement interrompu par le coussin que sa compagne lui jetait à la tête en le priant de cesser de proférer des âneries sur son compte. Le policier parut s'amuser de cet intermède et déclara : « Si je puis me permettre cette remarque, c'est un plaisir pour le vieil homme que je suis de voir 2 jeunes gens qui savent jouir de la vie comme vous le faites. » Tuppence ouvrit de grands yeux.
nous jouissons de la vie? Après tout, c'est peut-être vrai, mais je ne l'aurais jamais cru. Tommy revint au sujet essentiel. À propos de ce gang dont vous êtes venu me parler, inspecteur, il est possible, en dépit de mon énorme clientèle privée, composée de duchesses, de millionnaires et de la crème des femmes de ménage, que je concède à m'intéresser à votre problème. Je n'aime pas savoir Scotland Yard dans l'embarras. Je ne voudrais pas que la presse s'accrochât à vos basques. Vous ne cesserez donc pas de plaisanter? Figurez-vous qu'il y a, en ce moment, beaucoup de faux billets de banque en circulation, des petites coupures principalement. Un très joli travail dont je vous ai apporté un modèle. Le policier tendit à Tommy un billet d'1 livre. Il paraît tout ce qu'il y a de bon, n'est-ce pas? Tommy examina le billet minutieusement et conclut. Jamais je n'aurais supposé que quelque chose clochât dans celui-ci. Regardez celui-ci qui est vrai. Je vais vous montrer la différence et, bientôt, vous les distinguerez d'un seul coup d'œil. Prenez cette loupe. Quelques minutes plus tard, Tommy et sa femme étaient presque devenus des experts. Tu penses sans qui? Qu'attendez-vous de nous, inspecteur? Que nous examinions les billets qui passeraient entre nos mains? Bien plus que cela, Mrs. Rayford. Je compte sur vous pour tenter d'aller au fond de cette histoire. Nous avons découvert que les faux billets étaient mis en circulation à partir du West End. Il semble que le distributeur occupe une place assez élevée dans l'échelle sociale. Nous savons aussi que nombre de ces billets passent de l'autre côté de la Manche. Nous nous intéressons tout particulièrement à un certain commandant Laidlaw. Peut-être le connaissez-vous de nom, tout au moins. N'est-ce pas un gentleman qui s'intéresse aux courses de chevaux? Exactement. Le commandant est très connu sur les hippodromes. Nous n'avons rien de précis contre lui, sinon l'impression qu'il s'est montré un peu trop habile pour débrouiller 2 ou 3 transactions assez louches. Les turfistes se sentent mal à l'aise lorsqu'on parle de lui en leur présence. On ne connaît pas grand-chose de son passé et nul ne sait, au juste, d'où il vient. Il a une très jolie femme, une Française, qui traîne partout. À sa suite, une kyrielle d'admirateurs. Les Laidlaw dépensent énormément d'argent et nous aimerions connaître la source de ce pactole. Probablement la kyrielle d'admirateurs. C'est évidemment l'impression qu'on veut donner, mais je suis sceptique. Peut-être ne s'agit-il que d'une coïncidence. En tout cas, la plupart des faux billets émanent d'un club très fermé où les Laidlaw et leurs bandes ont leur habitude. Le jeu est un des moyens utilisés par les faux monnayeurs pour écouler leurs marchandises sans trop attirer l'attention. Où intervenons-nous donc dans cette histoire? Je crois savoir que le jeune Saint Vincent et sa femme sont de vos amis. Or, jusqu'à ces derniers temps, ils se mêlaient à la bande de Laidlaw. Par eux, il devrait vous être facile de vous faire admettre dans ce cercle fermé, ce que ne pourrait réussir aucun de mes hommes. Vous aurez là l'occasion de surveiller ce qu'il se passe sans que nul ne vous soupçonne. Que souhaitez-vous que nous découvrions exactement? Essentiellement d'où proviennent les faux billets et si c'est Laidlaw qui les fait circuler. En somme, je suis à la trace le commandant Laidlaw sortant de chez lui avec une valise vide et y rentrant avec une valise pleine de fausses banknotes.
il m'incombe d'apprendre de quelle manière il s'y prend pour réaliser ce tour de passe-passe. C'est bien cela ? À peu près. Toutefois, ne négligez pas la dame et son père. Mr. Iroulade. Souvenez-vous qu'on trouve ces faux billets des deux côtés de la Manche. Mon cher Mario, les célèbres détectives Blunt ignorent la signification du verbe négliger. L'inspecteur se leva et, sur un bonne chance, convaincu, se retira. Tuppence, sitôt qu'il eut fermé la porte, cria « Slush !» Son mari la regarda des yeux ronds. « Qu'est-ce qui vous prend ?» Ne sauriez-vous pas que l'on désigne ainsi la fausse monnaie ? Enfin, nous avons une affaire à la Edgar Wallace. Et nous nous lançons à la poursuite du craqueleur. Du quoi ? C'est un mot que je viens d'inventer. Et qui signifie ? Suivez-moi bien, Tuppence. Lorsque les billets sont neufs et que vous les froissez dans vos doigts, que font-ils ? Ils craquent, non ? Voilà. Eh bien, notre homme mettant en circulation de faux billets neufs les fait craquer ou craqueler. C'est un craqueleur ou un craqueur ? Je préfère craqueleur. Je sens que je vais aimer cette histoire, car je la devine pleine de boîtes de nuit et de cocktails. Demain, j'irai m'acheter du mascara noir afin d'acquérir un regard profond et du rouge à lèvres couleur cerise. Tuppence, je constate avec regret que vous avez la mentalité d'une parfaite dévergondée. Quelle chance vous avez eue d'épouser un homme entre deux âges, sobre, tranquille et aimant ses pantoufles, moi. Attendez d'avoir fréquenté le Python Club et vous me reparlerez de votre sobriété. Tommy, sans répondre, sortit de son bar quelques bouteilles et un shaker, puis « Que diriez-vous si nous nous mettions tout de suite dans l'ambiance, ma chère ?» Levant son verre, il s'écria « À partir de cet instant, au craqueleur, nous partons à ta poursuite avec la ferme intention de te prendre. » Faire la connaissance des Laiddown s'avéra facile pour les Beresford. Jeunes, bien habillés, débordant de vie et ayant apparemment beaucoup d'argent à gaspiller, ils furent bientôt acceptés dans la bande que dirigeaient les Laidlaw. Le commandant, typiquement anglais, grand, blond, d'allure sportive, à l'aspect ouvert si l'on me prenait garde aux plis durs marquant la bouche ou si l'on négligeait un regard fuyant. Joueur redoutable qui aimait les parties sévères, Laidlaw semblait, d'après ce que constata Tommy, se débrouiller fort bien. Marguerite Laidlaw, une charmante créature ayant la sveltesse d'une dryade et le joli visage d'un portrait de Greuze. Son accent fascinait et Tommy comprit très vite pourquoi la plupart des hommes adoraient cette ravissante jeune femme. Tout de suite, elle parut s'intéresser au mari de Tuppence et ce dernier, jouant son rôle, se laissa entraîner à sa suite. Iroulade, le père de Marguerite, semblait plus secret, correct, guindé même, le regard perçant. Il causait une impression de malaise sans qu'on sût à quoi attribuer cette gêne ressentie à son contact. Tuppence fut la première à rapporter le gibier cherché. Elle remit à Tommy 10 billets d'1 livre. « Examinez-les. Je crois qu'ils sont faux. »« Où les avez-vous eus ?»« De ce garçon, là-bas, Jimmy Falconer. C'est Marguerite qui les lui a remis pour qu'il joue au cheval demain à Newmarket.
J'ai prétexté avoir besoin de monnaie et lui ai glissé, en échange, un billet de 10 livres. Scrutait un des billets, Tommy remarqua. En voilà un qui n'a pas dû passer par beaucoup de mains. Je suppose, toutefois, que Faulkner n'est pas dans le coup. Jimmy, c'est un ange. Nous sommes en train de devenir de grands amis. C'est ce que j'ai remarqué. Pensez-vous que ce soit vraiment nécessaire ? Oh, ce n'est pas pour faire affaire, mais pour le plaisir. Ce garçon est tellement gentil, si vous saviez. Je suis contente de l'arracher aux griffes de cette femme. Vous ne pouvez pas vous faire une idée de ce qu'elle lui a déjà coûté. Il me fait plutôt l'effet d'être entiché de vous, Tuppence. Par moments, je l'avoue, il m'arrive de le croire. Il est agréable que d'autres vous apprennent qu'ils vous trouvent encore jeune et désirable. N'est-ce pas votre avis ? Voulez-vous que je vous dise, Tuppence ? Vous avez une moralité effrayante. Je reconnais qu'il y a des années que je ne me suis pas autant amusée. Mais vous-même, mon cher, n'agissez-vous pas exactement comme moi ? Je ne vous vois presque plus. Vous vivez continuellement dans les jupons de Mrs. Laidlaw. Je travaille, moi. Vous la trouvez jolie, oui ou non ? Elle n'est pas mon genre. Je n'éprouve pas la moindre admiration pour elle. Menteur ! Mais j'ai toujours pensé qu'il vaut mieux épouser un menteur qu'un benêt. Je suppose qu'un mari, à vos yeux, est forcément l'un ou l'autre. En réponse, Tuppence haussa les épaules et s'en fut. Parmi les admirateurs de Mrs. Laidlaw, il y avait un garçon assez fruste, mais très riche. Il s'appelait Hank Ryder et arrivait en droite ligne de l'Alabama, USA. Il s'approcha de Tommy. « Une femme merveilleuse !» soupira-t-il en suivant des yeux la belle Marguerite. « Elle est le produit de la plus fine civilisation, car nul pays ne pourra jamais rivaliser avec la vieille et charmante France. » Tommy, approuvant d'un hochement de tête, Ryder s'épancha un peu plus. N'est-il pas triste qu'une aussi adorable créature ait des soucis d'argent ? Parce qu'elle a des soucis d'argent ? Et comment ? Un drôle de type, ce Laidlaw. Elle m'a confié qu'elle avait peur de lui au point de ne pas oser lui avouer ses petites dettes. S'agit-il vraiment de petites dettes ? Ma foi, quand je dis « petite », c'est une manière de parler. Mais quoi ? Il faut bien qu'une femme s'habille et moins elles sont vêtues, plus c'est cher. Une Marguerite Laidlaw ne peut se permettre de porter ce qui se faisait la saison dernière. D'ailleurs, aux cartes aussi, la pauvre chérie n'a pas de chance. Pas plus tard qu'hier soir, j'ai gagné 50 livres en jouant contre elle. Oh ! Vous savez, elle en avait gagné 200 à Faulkner la veille. Vraiment ? Eh bien, tant mieux. À propos, il semble qu'il y ait pas mal de faux billets qui circulent dans votre pays, en ce moment. Ce matin, j'ai déposé un paquet à ma banque et l'employé m'a appris que 25 d'entre eux ne valaient rien. Paraissait-il neuf ? Comme s'il venait de sortir des presses. Maintenant que vous m'y faites penser, il me semble bien que ce sont ceux que m'a donnés Mrs. Laidlaw. Je me demande d'où elle les tenait. Probablement d'un de ces passionnés des courses. Probablement. Je ne vous cacherai pas, Mrs. Berefort, que ce genre d'existence mondaine est quelque chose de tout à fait nouveau pour moi. Les belles dames, les décors somptueux, c'est ma première expérience
car je n'ai fait fortune que tout récemment. Je suis venu en Europe pour me frotter à la bonne société. » Tommy pensa qu'avec Mr. Laidlaw comme cornac, Ryder ne connaîtrait pas grand-chose de la bonne société, mais que cette expérience lui coûterait très cher. En attendant, il avait la preuve par le récit de l'Américain que la source des faux billets s'avérait proche et que Marguerite Laidlaw n'était pas étrangère à leur distribution. Le soir suivant, il devait en avoir la preuve. La scène se passa dans cet endroit si fermé auquel Mario avait fait allusion. On y dansait sans doute, mais la véritable attraction du lieu se dissimulait derrière d'imposantes portes à 2 battants. Là, on découvrait, dans 2 pièces contiguës, de grandes tables de jeu où chaque nuit de grosses sommes d'argent changeaient de main. Au moment de prendre congé, Marguerite Laidlaw mit une liasse de billets d'1 livre dans la main de Tommy. « Ils sont si encombrants, Tommy. Soyez gentil de me les changer. » Le jeune homme lui rapporta le billet de 100 livres qu'elle réclamait et, se retirant dans un coin, examina les banknotes qu'elle lui avait remises et dont 1/4 était faux. D'où tirait-elle ces fonds? Il ne pouvait encore répondre à cette question essentielle. Depuis quelques jours, il avait fait suivre Laidlaw par Albert et avait ainsi découvert qu'il n'était pas l'homme clé de cette histoire de faux monnayeur. Personnellement, Bérefort soupçonnait plutôt le beau-père de Laidlaw, le taciturne Iroulade, qui se rendait très souvent, trop souvent, en France. Quoi de plus simple que de transporter les billets dans une valise à double fond? Absorbé dans ses pensées, Tommy sortit du club et fut ramené à la réalité en apercevant Mr. Hank P. Ryder, complètement ivre, qui essayait vainement d'accrocher son chapeau au radiateur d'une voiture, tout en gémissant. Ce n'est pas aux États-Unis qu'on trouverait de pareils porte-manteaux, où il n'est pas possible de faire tenir un simple chapeau. À cet instant, il découvrit Tommy qui le regardait et le prit à témoin. « Moi, monsieur, tous les soirs, quand je rentre chez Charlet pour boire un verre ou 2 à Montgomery, j'accroche mon chapeau sans effort. Tiens, vous portez 2 chapeaux, monsieur. Première fois que je vois un type en porter 2. Ce doit être à cause du climat. » Tommy remarqua courtoisement. « À moins que je n'ai 2 têtes. » « En effet, absolument remarquable. Je vous offre un verre, mon vieux. Non, 2. 2 têtes supposent 2 bouches, hein? Ah, mon vieux, ils m'ont fait boire un sacré mélange, mais Hank P. Ryder ne recule devant rien. Pour Marguerite, un baiser d'ange, merveilleuse fille, hein? Je suis sûr qu'elle m'aime et elle a raison. Une encolure de cheval pour le mari, bon type, mais m'ennuie. 2 martinis en l'honneur des copains. 3 chemins de la ruine et on mélange le tout dans une pinte de bière. Ils disent que Hank P. Ryder ne boira pas. Mais moi, je bois, mon vieux, et je dis... Et qu'est-ce que j'ai dit? Que vous deviez aller vous coucher. Ryder fondit en larmes. Je n'ai pas d'endroit où aller. Je suis tout seul, monsieur. Un malheureux orphelin, monsieur. À quel hôtel êtes-vous descendu? Pas besoin d'hôtel, monsieur. Je dois aller à la recherche du trésor. Quelque chose de formidable. Elle l'a déjà faite, mon vieux. Whitechapel. Soudain, il se redressa, retrouvant subitement une dignité que l'on aurait pu croire partie au fil des boissons absorbées, et déclara: « Jeune homme, je vous le dis, Marguerite m'a emmené avec elle dans sa voiture à la recherche d'un trésor. Il paraît que toute l'aristocratie anglaise agit de même. Sous les pavés, elle a trouvé 500 livres.
C'est parce que vous avez été bon pour moi que je vous mets dans la confidence. Je veux faire votre fortune. Nous autres, Américains... » Tommy l'interrompit. « Où avez-vous dit que Mrs. Ledlow vous avait emmené dans sa voiture ? » ?»« Whitechapel. »« Et vous y avez trouvé 500 livres ?» Ryder recommença à s'empêtrer dans les mots. « Elle m'a laissé dehors, pas gentil, devant la porte, tout seul. J'ai frappé longtemps. Personne n'a répondu. C'est triste, hein, monsieur, très triste, surtout une femme que vous aimiez. » « Reconnaîtriez-vous votre chemin ? » ?»« Hank P. Ryder ne perd jamais le nord. » Bereford l'empoigna sans douceur et le remorqua jusqu'à sa voiture où il l'installa tant bien que mal. Bientôt, il roulait vers l'est. L'air frais semblait ranimer Ryder qui retrouvait ses esprits. « Dis donc, mon vieux, sans être trop indiscret, où sommes-nous ? » ?»« Whitechapel. Est-ce ici que vous êtes venu ce soir avec Mrs. Ledlow ? » ?»« Ça me paraît assez familier, en effet. Il me semble qu'on a tourné à gauche. Par ici, cette rue. » Tommy obéit et se laissa guider. « Et maintenant, à droite. Vous ne trouvez pas que ça pue ? Dépassez ce bob, là-bas, au coin. Tournez franchement et arrêtez-vous à l'entrée de ce petit passage. Mais à quoi ça rime tout ça ? Vous pensez qu'ils ont laissé de l'argent et qu'on va leur faire la blague de le chipper ? » ?»« Exactement. Une blague assez drôle, non ? » ?»« Je la raconterai à tout le monde. » Puis, il ajouta, songeur. « Quoique je ne comprends pas grand-chose à cette histoire. » Tommy sortit le premier de la voiture, aida son compagnon à s'en extraire et tous deux s'engagèrent dans le passage. Sur leur gauche, une file de maisons délabrées composait un étrange décor. La plupart avaient une porte ouvrant sur le passage. Ryder s'arrêta devant l'une d'elles. « Elle est là, j'en suis absolument certain. » »« Ces portes se ressemblent toutes. Comment pouvez-vous être sûr qu'il s'agit de celle-là et non d'une autre ? Cela me rappelle l'histoire du soldat et de la princesse. Vous vous en souvenez ? Ils ont tracé une croix sur la porte pour retrouver celle qui les intéressait. Si nous agissions de même ? » En riant, il sortit un morceau de craie de sa poche et dessina un signe bizarre sur le panneau vermoulu. Un cri affreux jaillit de la nuit et Tommy, levant les yeux, vit des silhouettes qui se jetaient les unes sur les autres. Un quartier qui m'a l'air surtout hanté par les chats. Un quartier sinistre, si vous voulez mon avis. On entre ? On entre en usant de toutes les précautions possibles. Il jeta un rapide coup d'œil autour de lui et poussa doucement la porte qui céda en ouvrant sur un cours mal éclairé. Il avança, Ryder sur les talons. Ce dernier le prévint. « Attention, on vient dans le passage. » Il ressortit pour se rendre compte. Tommy prêta l'oreille et, n'entendant rien, reprit sa marche en avant. Sortant une lampe électrique de sa poche, il l'alluma un instant, ce qui lui permit de voir où il se dirigeait. Il arriva bientôt devant une nouvelle porte qui, comme la précédente, céda dès qu'il en eut tourné le loquet. Après s'être immobilisé quelques secondes, de nouveau il éclaira le décor. Mais, cette fois, le paysage nocturne parut s'animer et 4 hommes, encerclant Bereford, se jetèrent sur lui. Une voix rugit. « Lumière !» Un bec de gaz répandit sa lueur jaunâtre et Tommy distingua les visages menaçants qui l'entouraient et, très courtoisement, remarqua
Le quartier général des faux-monnayeurs, si je ne m'abuse. Ta gueule !» aboya un des voyous. Derrière son dos, la porte s'ouvrit, se referma et une voix joviale qu'il connaissait bien s'exclama. « Bravo les gars, vous l'avez eu. Maintenant, monsieur le détective, permettez-moi de vous dire que vous êtes dans le sale drap. Mais c'est Mr. Ryder ? En voilà une surprise. J'en suis persuadée. Vous savez que vous m'avez bien fait rigoler toute la soirée, mon vieux. Vous vous êtes laissé amener ici comme un gosse. Vous étiez si fier de votre ruse puérile. Entre nous, je vous avais à l'œil depuis notre première rencontre. Vous n'étiez pas avec nous pour votre plaisir. Je vous ai laissé fouiner un peu et lorsque vous avez commencé à soupçonner la belle Marguerite, je me suis dit, c'est le moment ou jamais de le posséder. J'ai dans l'idée que vos bons amis n'entendront plus parler de vous durant quelque temps. Vous projetez de vous débarrasser de moi, si je comprends bien. Rassurez-vous, nous n'avons pas l'intention de nous laisser aller à la violence. On vous enfermera simplement. Mais c'est ce que je n'ai pas la moindre désir d'être enfermé. Vous m'envoyez navré. De dehors arriva le miaulement désespéré d'un chat. Ryder sourit. Vous comptez sur cette croix que vous avez tracée sur la porte, mon vieux. À votre place, je ne me fierais pas car figurez-vous que je connais l'histoire à laquelle vous avez fait allusion. C'est pourquoi je suis ressorti pour marquer toutes les portes d'une même croix. Tommy parut découragé et Ryder insista. Vous vous croyez supérieurement intelligent, hein? À cet instant, on frappa d'un coup sec du dehors. L'Américain cria. « Qu'est-ce qu'il y a ?» C'est alors que l'assaut se déclencha et bientôt le verrou fut arraché sous la poussée des policiers. La porte s'ouvrit, l'inspecteur Mario s'encadra sur le seuil. Tommy l'accueillit d'un « Bien joué Mario, vous aviez raison sur toute la ligne, ou presque. J'aimerais vous présenter Mr. Ryder qui connaît si bien les contes d'enfants. Voyez-vous, Mr. Ryder, moi aussi je vous soupçonnais. Albert, ce garçon à l'air important et aux grandes oreilles se nomme Albert, avait reçu l'ordre de nous suivre sur sa moto si vous et moi devions partir en voiture ensemble. Tandis que je traçais une croix sur la porte pour retenir votre attention, je répandais une bouteille de valériane sur le sol. L'odeur attire les chats, si bien que lorsque Albert et la police sont arrivés sur les lieux, j'imagine que tous les chats du quartier étaient rassemblés devant la porte m'intéressant. Tommy se leva, tapota familièrement l'épaule de Ryder. « J'avais dit que je vous aurais, mon cher Crackler, et je vous ai eu. » « Ça signifie quoi, votre Crackler ?» Attendez que paraisse le prochain dictionnaire de criminologie. Vous y trouverez ce mot dont l'origine, à vrai dire, prête à discussion. Et maintenant, je vous quitte, Mario, car il faut que je termine cette histoire de façon heureuse. Vous savez bien, le happy end. Et pour cela, il importe que je rentre chez moi au plus vite. À propos, connaissez-vous le capitaine Jimmy Faulkner ? Il danse à ravir et a une inclinaison marquée pour les cocktails et les femmes des autres. Croyez-moi, Mario, si je vous dis qu'en ce qui me concerne, cette affaire fut une des plus dangereuses que j'ai eues à résoudre. Chapitre 2. Le mystère de Sunningdale. Savez-vous où nous allons déjeuner aujourd'hui, Tuppence ?
Au Ritz? Vous n'y êtes pas. Dans un petit coin charmant de Soho? Non, tout simplement dans un ABC et plus spécialement dans celui-ci. Tommy poussa prestement sa jeune femme dans l'établissement qu'ils atteignaient et la guida vers une table d'angle au-dessus de marbre. En s'asseyant, il décréta: « Nous sommes très bien ici. En fait, je ne pense pas que nous pourrions trouver mieux. » Pourquoi cette passion soudaine pour l'existence médiocre des petits gens sans gros revenus? Bérefort leva un doigt magistral et déclara sentencieusement: « Vous regardez, Watson, mais vous n'observez point. » Il changea de ton. « Je me demande si l'une de ces demoiselles altières s'abaissera jusqu'à remarquer notre présence. Oh, en voilà une qui daigne venir à nous. Il est vrai qu'elle semble penser à toute autre chose. Sans doute, son subconscient ne peut-il s'arracher à des préoccupations du genre eggs and bacon, harengs grillés et pot de thé. Mademoiselle, s'il vous plaît, je désirerais une côtelette et des pommes sautées avec une grande tasse de café, pain et beurre. Pour madame, une assiette de langue de bœuf froide. » La serveuse répéta la commande d'un ton neutre, mais brusquement, Tupence se pencha vers elle et l'interrompit. « Non, pas de côtelette avec pommes de terre sautées. Ce gentleman prendra un gâteau au fromage et un verre de lait. » Gâteau au fromage et verre de lait, marmonna la serveuse, d'un ton encore plus neutre, ce qui paraissait presque impossible. L'esprit toujours ailleurs, elle s'éloigna. « Votre intervention était souverainement déplacée, » remarqua Tommy d'un ton sec. « Mais j'ai raison, n'est-ce pas? Vous prenez bien aujourd'hui pour le vieux monsieur dans le coin. Dans ce cas, où est votre bout de ficelle? » Tommy sortit de sa poche un long morceau de ficelle et fit 2 nœuds. Je n'ai négligé aucun détail. Vous avez cependant commis une petite erreur en commandant votre repas. Vous autres, les femmes, vous êtes vraiment prosaïques. S'il y a une chose que je déteste, c'est de boire du lait, et les gâteaux au fromage sont jaunes et ont l'air bilieux. Soyez sport, Tommy. Regardez-moi attaquer ma langue froide. C'est drôlement bon. Voyez, à présent, je suis toute prête à jouer le rôle de Miss Polly Burton. Je vous écoute. Tout d'abord, laissez-moi vous faire remarquer que les affaires sont assez rares ces temps-ci. Or, si les affaires ne deviennent pas à nous, nous devons aller à elles. Appliquons donc notre pouvoir de déduction à l'un des grands mystères du moment, ce qui m'amène au but de cet exposé, le mystère de Sunningdale. Ah, le mystère de Sunningdale. Tommy sortit de sa poche une coupure de journal qu'il étala sur la table. Voilà le portrait du capitaine Sell, tel qu'il apparut dans le Daily Leader. Après avoir examiné la photo, Tupence soupira. « Je me demande parfois pour quelle raison on ne porte pas plainte contre les journaux. Vous voyez là-dessus que c'est un homme et rien de plus. » Son mari enchaîna. « Lorsque je dis le mystère Sunningdale, je devrais dire le soi-disant mystère. » C'en est peut-être un pour la police, mais pas pour une intelligence supérieure comme la vôtre. J'ignore ce que vous savez de l'affaire, Tupence. Tout, mais pour rien au monde, je ne voudrais vous priver du plaisir de me la raconter. Il y a juste une semaine
qu'eut lieu la macabre découverte sur le célèbre terrain de golf du Sunningdale. 2 membres du club qui se livraient à un match matinal trouvèrent le corps d'un homme étendu face contre terre sur le 7e tee. Avant même de le retourner, ils surent qu'il s'agissait du capitaine Seal, une personnalité bien connue de l'endroit et qui portait toujours une veste de golf d'un bleu vif très particulier. Le capitaine avait l'habitude de se rendre de très bonne heure sur le terrain pour s'entraîner. D'abord, on pensa qu'il avait été terrassé par un infarctus, mais le médecin révéla qu'il fut assassiné et de façon fort originale. On lui avait percé le cœur avec une épingle à chapeau. L'homme de l'art affirma que la mort remontait au moins à 12 heures. Très vite, on recueillit des détails intéressants. On sut ainsi que la dernière personne à avoir vu le capitaine vivant était son ami et partenaire Olabi de la Porcupine Assurance Co. Seal et lui avaient joué une partie tôt dans l'après-midi. Après le thé, le capitaine suggéra de faire un nouveau parcours avant que la nuit ne tombe. Olabi ayant accepté, ils se mirent en route. Seal paraissait d'excellente humeur et en pleine forme. Il y a un sentier qui traverse le terrain et juste comme il jouait sur le 6e green, Olabi remarqua une femme qui avançait sur ce sentier. Elle était d'une taille au-dessus de la moyenne et vêtue de marron, mais à la vérité, il n'y prêta pas tellement attention. Quant à Seal, il ne sembla pas l'avoir vue. Le sentier dont il est question longeait le 7e tee. La femme, l'ayant dépassé, s'était immobilisée à l'autre extrémité, paraissant attendre quelque chose ou quelqu'un. Le capitaine fut le premier à atteindre le tee, alors que son ami Olabi replaçait le drapeau dans le trou. En avançant à son tour, ce dernier fut très surpris de constater que le capitaine s'entretenait avec l'inconnu. À son arrivée, ils s'interrompirent brusquement et Seal lança par-dessus son épaule « Un moment, Olabi, je reviens tout de suite. » Puis il s'éloigna avec sa compagne, toujours plongés l'un et l'autre dans une vive discussion. À cet endroit, le sentier abandonne le terrain de golf et se glisse entre 2 haies bordant des jardins pour rejoindre la route de Windless-Ham. Le capitaine Seal tint parole et réapparut 1 ou 2 minutes plus tard au grand soulagement de son partenaire, car 2 joueurs arrivaient derrière eux et le jour tombait rapidement. Ils reprirent leur partie, mais presque tout de suite, Olabi remarqua que quelque chose venait de troubler son compagnon qui, non seulement manquait nombre de ses coups, mais encore dont le visage trahissait une inquiétude certaine. Il répondit à peine aux réflexions de son ami et son jeu devint de plus en plus mauvais. De toute évidence, un événement inattendu venait de gâcher le plaisir du jeu. Ils jouèrent cependant ce trou et le 8e, puis le capitaine déclara que l'on n'y voyait presque plus et qu'il rentrait chez lui. De l'endroit où les 2 hommes étaient arrivés, un sentier rattrapait la route de Windless-Ham et le capitaine Seal l'emprunta. C'était un raccourci le ramenant à son bungalow qui se trouvait sur la route en question. Les 2 autres joueurs arrivèrent alors, le commandant Barnard et Mr. Lecky, et Olabi fit allusion au brusque changement d'attitude de son partenaire. Ces gentlemen l'avaient aperçu s'entretenant avec la femme en marron, mais ne s'étaient pas trouvés assez près pour voir et se rappeler le visage de l'inconnu. Tous 3 se demandèrent ce qu'elle avait bien pu raconter à leur ami pour le bouleverser à ce point. Ils retournèrent ensemble au pavillon du golf et, d'après ce que l'on sut à cet instant, ils furent les derniers à avoir vu Seal vivant.
Cela se passait un mercredi. Or, ce jour-là, on délivre des billets bon marché pour Londres. Le couple de domestiques du bungalow de Celle se trouvait alors en ville et ne revint que par le dernier train. Le mari et la femme pénétrèrent dans le bungalow et, ne voyant personne, pensèrent que leur maître était déjà couché. Mrs. Celle, de son côté, était absente, en visite quelque part. Le meurtre du capitaine Celle était l'événement du jour. Personne ne pouvait découvrir l'ombre d'un mobile à ce crime. L'identité de la femme en marron fut passionnément discutée, mais sans résultat. La police, comme de coutume, fut critiquée pour son indolence, de la façon la plus injuste d'ailleurs, ainsi que de l'avenir devait le démontrer. Une semaine plus tard, une jeune fille, Miss Doris Evans, était arrêtée et inculpée du meurtre du capitaine Anthony Celle. La police avait recueilli très peu d'indices pour aller ainsi de l'avant, une poignée de cheveux blonds trouvés dans la main du mort et quelques brins de laine rouge accrochés à un bouton de sa veste bleue. Une enquête obstinément poursuivie à la gare et dans les environs avait révélé les faits suivants. Une jeune fille, vêtue d'un manteau et d'une jupe rouge, était arrivée par le train ce soir-là vers 7 heures et avait demandé sa direction pour gagner la maison du capitaine Celle. Elle réapparaissait à la gare 2 heures plus tard, son chapeau de travers, les cheveux décoiffés et semblant dans un état de grande agitation. Elle se renseigna sur l'heure des trains pour Londres et ne cessa de se retourner comme si elle avait peur de quelque chose. Nos policiers, avec ce seul détail pour orienter leurs recherches, réussirent à retrouver la jeune fille qui s'appelle Doris Evans. Elle fut inculquée de meurtre et prévenue que tout ce qu'elle dirait pourrait être utilisé contre elle. Elle persista cependant à vouloir faire une déposition qu'elle répéta par le menu et sans aucune variation importante lors des interrogatoires suivants. Dactylo de profession, elle avait lié connaissance, dans un cinéma, avec un homme de bonne apparence à qui elle plut. Ce gentleman se prénommait Anthony et il suggéra à Doris de se rendre à son bungalow de Sunningdale. Elle ne soupçonna pas, à ce moment-là, ni plus tard, qu'il était marié. On décida qu'elle viendrait le voir le mercredi suivant, le jour, vous vous souvenez, où les domestiques seraient absents et la femme de Celle en visite. Finalement, il lui apprit que son nom de famille était Celle et lui donnait l'adresse de sa maison. Elle arriva au bungalow le soir et fut accueillie par Celle qui revenait du terrain de golf. Bien qu'il se déclarât ravi de la revoir, la jeune fille remarqua que dès le début de leur entretien, ses manières se révélaient étranges, en tout cas différentes de ce qu'elle espérait. La peur l'envahit et elle commença à regretter d'être venue. Après un souper très simple, préparé d'avance, Celle suggéra une petite promenade. La jeune fille ayant accepté, il l'emmena le long de la route, puis sur le sentier qui traverse une partie du terrain de golf. Au moment où il dépassait le 7e tee, il parut devenir subitement fou. Sortant un revolver de sa poche, il le brandit, déclarant qu'il était au bout du rouleau, que tout devait finir car il se trouvait irrémédiablement ruiné. Il ajouta « Vous me suivez, Doris. Je vous tuerai d'abord, puis je me ferai justice. On trouvera nos 2 corps au matin, l'un près de l'autre, unis dans la mort. » Il tenait la jeune fille par le bras et elle s'efforçait de s'arracher à son étreinte ou de lui enlever son arme. Ils luttèrent sauvagement et c'est vraisemblablement alors qu'il dut l'empoigner les cheveux et accrocher sa robe. Enfin, dans un ultime effort, elle parvint à se libérer et à s'enfuir de toutes jambes, s'attendant à chaque seconde à recevoir une balle dans le dos.
Elle tomba 2 fois dans sa course, mais réussit à rejoindre la route et regagner la gare. Voilà l'histoire, telle que la raconte Doris Evans. Elle nie énergiquement avoir percé le cœur de l'homme avec une épingle à chapeau, même en invoquant la légitime défense. Elle a peut-être tort sur ce point. À l'appui de sa déclaration, on a trouvé un revolver qui n'a pas servi, tout près du cadavre. Doris Evans a été déférée devant le tribunal, ce qui n'a pas élucidé le mystère pour autant. S'il faut admettre la véracité de son récit, qui donc a tué le capitaine Sell? L'autre femme vêtue de marron et dont l'apparition bouleversa tant la future victime? Jusqu'ici, personne n'a pu expliquer son rôle dans l'affaire. Elle semble s'être aussi vite matérialisée qu'elle s'est volatilisée. Où était-elle? Une habitante de la région? Une passante? Dans ces derniers cas, était-elle venue en voiture ou par le train? À part sa stature, nul ne semble être en état de la décrire. En aucun cas, il ne peut s'agir de Doris Evans, petite et blonde et qui, à ce moment-là, descendait du train. Tupence suggéra. Mrs. Sell? Malheureusement, c'est aussi une femme de petite taille. De plus, Olaby la connaît de vue et son alibi est indiscutable. Depuis la mort de Sell, on a appris que la Porcupine Assurance Co. est en liquidation, les comptes ayant relevé d'énormes détournements de fonds. Maintenant, les divagations de Sell en présence de Doris prennent une signification évidente. Durant des années, il a dû régulièrement prélever de l'argent sur la caisse sans que Mr. Olaby et son fils aient nourri le moindre soupçon. Ils sont, eux aussi, pratiquement ruinés. En résumé, le capitaine Sell était à la veille du déshonneur et de la misère. Le suicide eût été une solution logique, mais la nature de la blessure en écarte l'hypothèse. Tommy se tut enfin, but une gorgée de lait, fit la grimace et mordit avec précaution dans le gâteau au fromage. Naturellement, affirma Tommy, j'ai tout de suite repéré où se trouve la faille dans cette affaire et à quel endroit la police s'est engagée sur une fausse piste. En vérité? Tommy hocha la tête avec amertume. Tupence, c'est relativement facile de jouer le rôle du vieil homme dans le coin, mais jusqu'à un certain point. Autant vous l'avouer tout de suite, ma chère, la solution m'échappe. En bref, qui a tué le type? Je n'en sais rien. Il sortit des coupures de presse de sa poche. Voilà des documents qui vous intéresseront peut-être. Les autres acteurs du drame. Tupence examina longuement la photo de Doris Evans. De toute manière, elle ne l'a pas tué avec une épingle à chapeau. Pourquoi cette certitude? D'abord, elle a les cheveux courts. Ensuite, de nos jours, pas une femme sur 1000 n'utilise d'épingle à chapeau car les coiffures sont désormais bien ajustées et enfoncées sur la tête. On n'a pas plus besoin de ces instruments préhistoriques. N'empêche qu'elle aurait pu en avoir une sur elle, non? Mon cher, n'allez pas vous imaginer que nous gardons ces épingles démodées comme des bijoux de famille. Pour quelle raison cette jeune fille aurait-elle emporté une épingle à chapeau à Sunningdale? Alors, ce doit être l'autre femme, celle en marron? J'aurais préféré qu'elle ne fût pas si grande. Elle aurait pu alors être l'épouse. Je suspecte toujours les femmes légitimes qui sont absentes au bon moment et, ainsi, n'ont rien à voir dans le drame, coûtant la vie à leur époux. Si elle a découvert que son mari courtisait Doris Evans,
elle a très bien pu se jeter sur lui avec une épingle à chapeau. J'en déduis qu'il serait bon que je me tienne sur mes gardes s'il m'arrivait d'oublier que je suis votre époux bien-aimé. » Mais, plongé dans ses pensées, Tupence refusa de se laisser distraire. Quel genre de couple formaient les Seal? Que disait-on d'eux dans leur entourage? D'après ce qu'on raconte, ils étaient parfaitement considérés et donnaient l'impression d'être très attachés l'un à l'autre. C'est, d'ailleurs, ce qui rend bizarre l'histoire de Doris Evans. Courir après une fille est, semble-t-il, la dernière chose qu'on eût attendue de celle. Ancien militaire, possédant une jolie fortune, il s'est lancé dans cette affaire d'assurance. Apparemment, un homme incapable de devenir un escroc. Est-ce tellement prouvé qu'il soit devenu un escroc? Ne seraient-ce pas les deux autres qui se seraient approprié l'argent? Les Olaby? Mais ils sont ruinés. C'est du moins ce qu'ils affirment. Peut-être ont-ils tout simplement placé l'argent manquant dans une autre banque sous un faux nom. Je reconnais que mes explications ne sont pas très claires, mais je suis certaine que vous me comprenez. Supposons que les Olaby, spéculant depuis assez longtemps sans que celle s'en soit doutée, aient tout perdu. Dans ce cas, il devenait nécessaire, dans leur intérêt, que celle mourût. Tommy tapota de ses doigts la photo de Mr. Olaby Senior. Ainsi, Tupence, vous accusez ce gentleman respectable d'avoir assassiné son associé et ami? Vous oubliez qu'il a quitté Celle sur le terrain de golf en présence de Barnard et Lecky et qu'il a terminé la soirée au club. D'autre part, il y a toujours cette épingle à chapeau qu'il ne faudrait pas oublier. Au diable, votre épingle à chapeau! Vous estimez qu'elle prouve que le meurtre a été commis par une femme, n'est-ce pas? Naturellement. N'êtes-vous pas d'accord sur ce point? Pas du tout. Et pourquoi? Parce que dans notre pays, vous, les hommes, vous êtes plus vieux jeu que partout ailleurs. Il vous faut un temps infini pour vous débarrasser d'idées préconçues. Ainsi, vous associez épingle à chapeau et cheveux du sexe faible. Vous les tenez pour armes de femme. Cela était peut-être vrai dans le passé, mais de nos jours... Vous pensez donc que c'est un homme qui a tué Celle. L'épingle à chapeau n'a été utilisée que pour persuader la police que le crime était l'œuvre d'une femme. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous venez de dire, Tupence. C'est extraordinaire. Comment les faits semblent s'ordonner et prendre un visage nouveau lorsque l'on les discute. Si tout s'enchaîne logiquement, c'est que vous avez décidé de résoudre le problème en le prenant par le bon bout. Souvenez-vous de cette remarque faite par Mario. Un jour, au sujet des dispositions naturelles de l'amateur dans notre profession, qui est toujours capable de se mettre à la place de celui qu'il traque, ce qu'un vrai policier ne saurait plus faire parce que blasé. Que savons-nous du capitaine Cell et de sa femme? Tout ce dont ils étaient capables et incapables. Souriant, Tommy demanda: « Dois-je comprendre que vous vous considérez comme une experte, à la fois au sujet de ce que les femmes à cheveux courts sont supposées posséder et au sujet de ce que les épouses sont enclines à éprouver et de la manière dont elles réagissent ?» C'est à peu près ça. Ne vous en déplaise. Et moi? Qu'est-ce que vous m'accordez comme don particulier? Vous connaissez parfaitement le terrain de golf de Sunningdale. Vous l'avez pratiqué, non en tant que détective, mais en tant qu'amateur de ce sport. Vous, Tommy, vous êtes un expert en ce qui touche le golf et, par là, vous devez deviner ce qui est susceptible de démoraliser un joueur en action au point de dérégler complètement son jeu.
Ce devait être rudement sérieux car Sel est un golfeur de bonne qualité. À partir du 7e tee, il s'est mis à jouer comme un débutant, paraît-il. Qui vous l'a dit? Barnard et Lecky. Vous vous en souvenez? Il jouait juste derrière lui. Cet incident s'est passé après que Sel eut rencontré la femme en marron. Barnard et Lecky l'ont vu, lui parler, n'est-ce pas? Oui, ou tout au moins il... Tommy s'interrompit brusquement et sa femme le regarda, intriguée. Il fixait le morceau de ficelle qu'il tenait à la main, mais en réalité, il donnait l'impression de contempler quelque chose de visible pour lui tout seul. « Tommy, qu'est-ce qu'il y a ?»« Attendez, Tuppence. Je joue le 6e trou à Sunningdale. Sel et Olaby occupent le green devant moi. Le jour commence à tomber, mais je distingue très bien la veste bleu vif du capitaine. À ma gauche, sur le chemin, une femme s'avance. Elle n'a pas traversé le terrain réservé aux femmes, sur ma droite, sinon je l'aurais remarqué. Il est tout de même étrange que je ne l'ai pas aperçue plus tôt. Du 5e tee, par exemple. Vous venez de me dire, Tuppence, que je connaissais le terrain. Juste derrière le 6e tee se trouve un petit abri fait de mottes de gazon. N'importe qui pourrait s'y dissimuler pour y modifier son apparence. Tuppence, c'est là que je dois, de nouveau, avoir recours à vos lumières. Serait-il très difficile à un homme de se déguiser en femme? Pourrait-il, par exemple, enfiler une jupe sur une culotte de golf? Certainement. Elle paraîtrait un peu forte, mais rien de plus. Une jupe marron assez longue et, disons, un pullover marron du genre que portent aussi bien les hommes que les femmes. Enfin, un chapeau de feutre avec des boucles de cheveux attachées sur le côté du chapeau. Ce serait suffisant pour créer l'illusion, à distance, bien entendu, car c'est à cela que vous pensez, j'imagine. Enlevez la jupe, le chapeau et les boucles, mettez une casquette et vous voilà de nouveau un homme. Et le temps nécessaire à ces transformations? Moins de 2 minutes, je suppose. Donc, je suis en train de jouer le 6e trou. La femme en marron parvient à la hauteur du 7e tee qu'elle traverse, puis s'arrête. Sel, dans sa veste bleu vif, s'avance vers elle. Ils parlent un moment, suivent le chemin contournant les arbres et disparaissent. Olaby reste seul sur le terrain. Un instant s'écoule. À présent, je me trouve sur le parcours. L'homme à la veste bleue réapparaît et reprend son jeu, ratant la plupart de ses coups. Le jour diminue de plus en plus. Mon partenaire et moi continuons. Devant nous, il y a toujours Olaby et Sel, ce dernier commettant des erreurs impardonnables. Au 8e parcours, je le vois s'éloigner à grands pas dans le chemin. Je ne le reverrai plus. Que lui est-il arrivé pour qu'il se mette à jouer comme s'il était un autre? Sa rencontre avec la femme en marron ou avec l'homme si vous supposez qu'il s'est agi d'un homme? Exactement. Là où il se tenait, à l'abri des regards de ceux qui le suivaient, il y a un épais fourré d'ajoncs. On pourrait y dissimuler un cadavre. Tommy, vous estimez que c'est à ce moment... Mais, voyons, quelqu'un aurait entendu? Entendu quoi? Les médecins sont tombés d'accord pour déclarer que la mort avait dû être instantanée. J'ai vu des hommes tués sur le coup durant la guerre. Croyez-moi, ils sont très discrets, les malheureux. Celle s'avance vers le 7e tee et la femme se porte à sa rencontre. Il reconnaît peut-être en elle un homme dont les traits lui sont familiers. Curieux d'apprendre la raison de cette mascarade, il se laisse entraîner sur le chemin.
un seul coup mortel avec l'épingle à chapeau. Celle tombe foudroyée. Le meurtrier tire son cadavre dans le fourré, enfile la veste bleue, cache son déguisement féminin avant de retourner sur le terrain. Les 2 joueurs qui suivent ne voient que le vêtement si connu du capitaine et ne doutent donc pas qu'il s'agit de Cell. Mais le jeu du criminel n'a pas la classe de celui de Cell. Les témoins ont été unanimes pour dire qu'il a joué comme un autre homme. Ils avaient raison, Tuppence, car il s'agissait effectivement de quelqu'un d'autre. Mais la venue de Doris Evans est à mettre au compte d'un autre que Cell. Ce n'est pas le capitaine qui a fait la connaissance de la jeune fille dans un cinéma et qui l'a persuadée de se rendre à Sunningdale, mais un homme qui prenait le nom de Cell pour l'occasion. Rappelez-vous que Miss Evans ne fut arrêtée que 15 jours après le crime. Elle n'avait jamais vu le cadavre. Si elle l'avait vu, elle aurait été étonnée, tout le monde en déclarant que ce n'était pas le gentleman l'ayant emmenée sur le terrain de golf et qui lui avait parlé non seulement de se suicider, mais aussi de la tuer. Nous sommes en face d'une combinaison soigneusement mise au point. La jeune fille invitée le mercredi, alors que le bungalow de Cell est vide, puis l'épingle à chapeau qui fera soupçonner une femme. Le meurtrier rencontre Doris dans le bungalow, lui offre à dîner, puis l'emmène sur le terrain de golf. Lorsqu'ils parviennent sur le théâtre du crime, l'homme sort son revolver, terrorise la jeune fille, et quand elle s'est enfuie en courant, il ne lui reste plus qu'à sortir le cadavre de Cell du fourré et à le placer là où il se tenait avec Doris. Il jette l'arme près du corps, fait un paquet de son déguisement féminin et, selon toute vraisemblance, mais je reconnais que ce n'est là qu'une hypothèse, se rend à pied jusqu'à Woking, qui est à 6 ou 7 miles de là, et rentre à Londres. Il y a quelque chose qui cloche dans votre démonstration, Tommy. Vous avez oublié Olaby. Comment ça? J'admets que Barnard et Lecky n'aient pu se rendre compte de la substitution entre Cell et son meurtrier, mais son partenaire... Ou alors, voudriez-vous me persuader qu'Olaby était tellement hypnotisé par la veste bleue qu'il n'a pas prêté attention à rien d'autre? Ma chère vieille Tuppence, c'est justement là le nœud du problème. Olaby était complice. Ainsi, vous le voyez, j'adopte votre théorie touchant la culpabilité du père et du fils qui ont commis ce meurtre, parce que ce sont eux qui détournaient les fonds et non Cell. Il fallait, de toute évidence, que le meurtrier connût assez bien la victime et son entourage pour savoir que les domestiques n'étaient pas au bungalow le mercredi et que Mrs. Cell serait également absente pour pouvoir enfin exécuter un double de la clé du bungalow. J'estime qu'Olaby Junior répond parfaitement à ces données essentielles. De plus, il est à peu près de la taille de la corpulence de Cell et a, comme lui, le visage rasé. Doris Evans avait sans doute vu des photos de la victime sur le journal, mais, comme vous le faisiez remarquer vous-même, ma chère, elle n'a pu se rendre compte de la différence des traits. Mais n'a-t-elle pas rencontré Olaby Junior au tribunal? Il ne s'est pas montré au cours des débats. Pourquoi l'aurait-il fait? Il n'avait aucun témoignage à apporter. C'est le vieil Olaby, avec son alibi irréfutable, qui tint la vedette. Personne n'a songé à demander où était le fils pendant que le père jouait au golf avec Cell. Je reconnais que, dans votre démonstration, tout s'enchaîne très bien. Allez-vous rééditer votre brillante démonstration au Yard? Je crains qu'on ne m'écoute pas. Dans le dos de Tommy, une grosse voix remarqua. « Vous avez tort de penser cela, Mr. Bereford. » L'interpellé exécuta une volte-face pour se trouver en présence de Mario qui achevait de déjeuner et lui confia, en souriant. « Je viens souvent prendre un repas ici. Je puis vous assurer, Mr. Bereford,
que le Yard vous écoutera. Au vrai, il vous a déjà entendu, si je puis dire, car nous n'avons jamais été très satisfaits de la conclusion de ce procès. Voyez-vous, il y a longtemps que nous avons les Olabi à l'œil sans pouvoir trouver le moyen de les inquiéter. Ce sont des malins. Enfin, le meurtre de Sunningdale a semblé démontrer que nous nous trompions sur le compte du père et du fils. À cause de vous et de Mrs. Bereford, nous allons confronter Doris Evans et Olabi Junior. Une idée vraiment ingénieuse, votre théorie de la veste bleue. Je veillerai à ce que les brillants détectives Blunt s'en voient attribuer le mérite. Très chic de votre part, Mario. Nous avons la meilleure opinion de vous deux, au Yard. Puis-je vous demander, Mr. Bereford, à quoi vous sert ce morceau de ficelle que vous tenez entre les doigts? Gêné, Tommy fit disparaître la ficelle dans sa poche. Ah, rien du tout. Une mauvaise habitude. Quant au gâteau, au fromage et au verre de lait, un régime que je suis obligé de suivre. Ironique, Mario feignit d'être dupe, mais ne put se tenir de dire. Sur le moment, j'ai cru que vous aviez trop lu de romans de... Oh, et puis cela n'a aucune importance. Il n'y a que le résultat qui compte.